Bonsoir. Regardez cette image. Il s'agit d'un neurone qui se met à l'écoute de ce qui l'entoure afin de s'étendre vers un autre neurone pour créer une connexion à travers une synapse, un pont pour produire une commande, une pensée. Notre cerveau fonctionne en réseau. Il crée des liens. Tout y est réglé comme du papier à musique. Il est en constante évolution, en constante adaptation. C'est l'organe le plus épatant, avec environ 86 milliards de neurones et des trillions de connexions synaptiques qui fusent à la milliseconde. C'est là où naissent nos rêves, et aussi nos mots les plus insaisissables. Bien que nous ayons fait des progrès incroyables dans l'étude de comment notre cerveau est fait et fonctionne, nous n'en sommes qu'à effleurer la surface de sa compréhension. Ces mystères les plus profonds, la conscience, la créativité, la guérison, restent non résolus. Plus nous apprenons et plus nous réalisons combien il nous reste à découvrir. Et l'un des obstacles majeurs à cette découverte est le manque d'accès au cerveau. Aujourd'hui, pour soigner une tumeur ou une maladie neurologique, nous sommes souvent obligés d'inonder le corps de médicaments toxiques dans l'espoir que la bonne dose arrive au cerveau, franchisse la barrière hémato-encéphalique et atteigne la cible que nous essayons de traiter. C'est un grand pari qui affaiblit le système immunitaire et la plupart du temps inefficace. Côté chirurgie, nos outils demeurent rigides, avançant en ligne droite à l'intérieur du cerveau, peu adaptés pour naviguer en douceur dans un environnement si complexe, sinueux. Comment pouvons-nous penser de traiter les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, l'épilepsie, les troubles psychiatriques, les tumeurs cérébrales, si nous avons du mal à atteindre la zone à traiter? Les médecins ont besoin de meilleurs outils. De la même manière qu'il ne suffit pas, pour explorer l'espace, de regarder vers le ciel, les pieds bien ancrés sur Terre, il ne suffit pas d'étudier le cerveau dans des scans ou des imageries. Il faut pouvoir entrer à l'intérieur du cerveau pour permettre une nouvelle compréhension de cet organe remarquable. Il faut pouvoir se réduire à la petite taille d'un groupe de neurones afin d'y lire les signaux qui nous informent de son fonctionnement, mais aussi de ce qui se passe lorsqu'il dysfonctionne, comme c'est le cas pour plus d'1 milliard de personnes dans le monde atteintes de maladies cérébrales. C'est 1 personne sur 8. Ça fait beaucoup. Et ce sont des histoires personnelles, les nôtres, celles de nos proches, et aujourd'hui, nous avons du mal à les soigner. En 2016, j'ai fait la rencontre de Bertrand Duplat, un roboticien pionnier des frontières extrêmes. Il avait conçu des robots pour l'espace, pour les applications sous-marines et nucléaires, pour l'exploration archéologique dans les pyramides de Khéops. Et il avait décidé que dans cette vie, et pas la prochaine, il s'attaquerait à la nouvelle frontière, le cerveau. Et cette fois, c'était personnel. Quelques années auparavant, il avait perdu sa mère d'un glioblastome inopérable, un cancer cérébral si mortel que ça double de taille toutes les 5 semaines, avec des tentacules invisibles à l'imagerie et qui ne peut pas être soigné aujourd'hui. Bien que les glioblastomes ne soient pas les tumeurs les plus courantes, elles partagent de nombreux traits avec d'autres tumeurs cérébrales et neuropathologies. Nous les découvrons souvent trop tard. Nous ignorons ce qui les provoque au juste. Nous manquons d'outils pour intervenir de manière significative. Et les traitements qui existent aujourd'hui ne fonctionnent pas. Bertrand avait beaucoup réfléchi à la question et avait imaginé quelque chose digne d'un roman de science-fiction. Un micro-robot pour soigner le cerveau. L'infiniment petit, au service de la médecine, avait longtemps habité l'imaginaire collectif. Dans les années 60 déjà, Asimov et Fletcher, avec Le Voyage fantastique, avaient imaginé un micro-vaisseau capable de se mouvoir dans le corps et dans le cerveau
pour sauver un homme. Bertrand avait beaucoup réfléchi au sujet et il m'a invité à m'embarquer avec lui pour démarrer cette mission. Et il s'agissait là pour moi du projet rêvé. Nous allions créer quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, un outil qui était la clé de voûte pour adresser de nombreuses pathologies. Et ça nécessiterait qu'on bâtisse des ponts entre des domaines, des mondes qui ne se croisent que rarement et pour des brefs instants, de la science fondamentale à la médecine, à la haute technologie, aux nouveaux matériaux et procédés de fabrication, à l'IA, aux nouveaux modèles d'affaires vertueux. Là, il s'agissait de les faire converger et travailler ensemble pour aboutir à un produit médical pour le bloc opératoire. Alors, ensemble avec notre équipe, nous nous sommes inspirés des bactéries mobiles et de leurs déplacements pour comprendre les forces qui agissent et qui dominent à très petite échelle. Nous avons emprunté la structure d'une fusée composée en plusieurs étages. Nous avons créé un GPS à partir de sons. Nous avons compris dans notre labo cuisine que certaines propriétés mécaniques du cerveau ressemblent à celles d'un flan pâtissier. Et nous avons miniaturisé les battements d'un cœur pour le mettre dans le moteur au centre du robot. Ce robot devait être suffisamment petit pour se déplacer de manière minimalement invasive dans le tissu cérébral, en contact des neurones et pas dans le sang. Il devait pouvoir se déplacer de manière non linéaire afin de permettre aux chirurgiens d'atteindre différentes zones difficiles d'accès. Et il devait être modulaire afin de pouvoir y accrocher différentes extensions pour faire dans le cerveau plusieurs tâches. Diagnostiquer, traiter, surveiller. Une sorte de station spatiale internationale, l'outil ultime pour les interventions chirurgicales. Et ce soir, j'ai l'énorme plaisir de vous dire qu'il ne s'agit plus de science-fiction. C'est devenu une réalité. Ce petit micro-robot de la taille d'un grain de riz est actuellement en essai préclinique et nous espérons voir son entrée dans les blocs opératoires dès 2028, d'abord pour faire des biopsies tumorales avancées et ensuite, à partir de 2030, pour délivrer des thérapies personnalisées ciblées directement au centre de la maladie. Ce robot changera radicalement la façon dont nous interagissons avec le cerveau, permettant un nouvel espoir à tous ceux qui sont touchés par les maladies neurologiques et ceux qui les aiment. Imaginez un instant le futur. Pas celui où on colonise Mars, mais celui où on répare d'abord ce qui ne marche pas ici sur Terre. Je suis convaincue qu'au cœur des solutions innovantes de demain, il y a un ingrédient précieux, l'interdisciplinarité. C'est une approche qui demande de catalyser ce qu'il y a de plus humain, de plus humain, de tisser des liens, des convergences, là où ça semblait incompatible, impossible. Dans cet outil, à la pointe de l'innovation, il y a des qualités, certes propulsées par la technologie, mais tout de même sacrément humaines. Sans l'interdisciplinarité, nous n'aurions jamais réussi à développer ce robot. Tel un cerveau qui, après un accident neurologique, recrée des nouvelles connexions, nous aussi devons apprendre à bâtir ces ponts, à reconnaître et à renforcer ces liens si nous voulons faire face aux défis de notre époque.
N'oubliez pas qu'un neurone ne peut rien faire seul. Il a besoin d'appartenir à un réseau pour faire naître une idée, une mission, un élan, une révolution. Merci. Coaching.